On m'entend, c'est bon? Excellent. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que je suis rendu un habitué. C'est quoi, Jordan, la 6e fois, je pense, que je suis invité. Donc, l'année passée, j'étais le premier en début de journée. Aujourd'hui, je suis dans les derniers. J'espère que j'ai encore votre énergie. Je vais essayer de vous le redonner. Peut-être pas comme au Centre Bell, là. D'ailleurs, hier, la game fait chier. Là, tu sais. En tout cas, le Centre Bell a fait un but, là. C'est-tu bizarre, le rebond? En tout cas, ça, c'est une autre affaire, là. Je compte du vide pendant qu'on prépare mon truc. Donc, Martin Landry, je suis président fondateur d'Intelligence Industrielle. Je suis ingénieur mécanique de formation. J'ai toujours travaillé dans les usines. J'ai fait beaucoup de conception de machines, conception de CNC, d'imprimantes 3D. J'ai travaillé dans des petites usines, comme les grandes, de voitures, d'hélicoptères. Ça m'a amené jusqu'en Nouvelle-Zélande, où j'étais chef de l'ingénierie dans une entreprise de technologie. J'ai dirigé des équipes d'ingénieurs mécaniques, informatiques, électriques, électroniques, avant de revenir au Québec là, en 2017, fonder Intelligence Industrielle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Intelligence Industrielle, on est le leader en connectivité machine. Donc, notre mission est claire, optimiser les activités de production par la valorisation des données. Donc, on en fait beaucoup, beaucoup. On est très connu et reconnu pour notre système de monitoring de machines, TRS, TRG. Ce n'est pas la seule chose qu'on fait. On fait aussi des systèmes en don, on fait des systèmes d'instruction de travail, on fait des systèmes, depuis les 3 dernières années, énormément bâtis sur l'intelligence artificielle générative. C'est une des sujets que je viens de vous présenter d'ailleurs aujourd'hui. Donc, on connecte énormément d'usines. On arrive là à du 7 à 8 en ce moment, par mois. On en fait énormément. On collecte des milliers de machines, des centaines de planchers de production au Québec, dans une quinzaine d'États américains, et maintenant en France et quelque part en Thaïlande, même récemment. Là, en tout cas, on a du fun là-bas dans des giga-usines différentes un peu d'ici. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est pas mon sujet de discussion. J'ai déjà présenté les autres années un peu comment on vient monitorer les équipements, les causes d'arrêt, avoir des tableaux de bord en temps réel, des rapports qui nous permettent de voir c'est quoi les principales causes d'arrêt sur nos machines, etc., etc. C'est une dans nos solutions classiques. Si vous avez des questions là-dessus, on s'en reparlera plus tard. OK? Là, je viens de vous parler d'un autre problème. Un Christy de problème, là. En gros, vous le savez, là, nos amis du Sud nous obligent à être 25 plus productifs. C'est-à-dire que le gouvernement nous disait hey, tournez-vous vers le marché européen. Ouais, mais le marché européen est peut-être 25 meilleur aussi, là, dans le sens que c'est ça la réalité. Ils nous obligent à être 25 plus productifs, 50 plus productifs. C'est une problématique. Donc, on le voit, là, ça fait mal. Ça fait mal encore avec les dernières annonces du 6-8 avril sur les produits transformés, le métal, où ce que là, la taxe est encore plus grande que prévu. Donc, c'est difficile. On le voit, là, certains produits qu'on fabrique traversent la frontière plusieurs fois et sont surtaxés, des taxes par-dessus des taxes par-dessus des taxes. Donc, il faut le voir du côté positif qu'il faut être 25 meilleur. Peut-être qu'un jour, on va avoir un autre gouvernement américain, puis ils vont enlever ça, puis on va rester 25 meilleur. En tout cas, à voir. Fait que ça, c'est un côté de l'étau. OK? Mais il y a un autre côté de l'étau qu'on oublie, qui est super important, qui s'appelle le tsunami argenté. En anglais, ils appellent ça le Silver Tsunami. En fait, c'est le départ à la retraite de notre main-d'œuvre. 30 des chiffres, 30 à 33 des technologues en usine vont tomber à la retraite d'ici 2030. C'est quand même un autre problème. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on soit plus productif à cause des Américains, mais en plus, notre meilleure main-d'œuvre quitte avec tout leur savoir-faire, toute leur expérience. C'est des problématiques qu'on a résolues il y a longtemps, puis que finalement, ils reviennent parce que le gars, il n'est plus là. Il savait, lui, quoi faire dans ces cas-là, mais là, il n'est plus là. Puis là, on doit réengager nos gens qui partent à la retraite comme consultants à 3 fois le prix parce qu'on a tellement besoin d'eux qu'on est on est dans la mouise, OK? On est dans le pétrin. Là. Quand tu combines ces deux états-là, là, l'étau se resserre. Fait que c'est quand même, c'est quand même une problématique. Une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, finalement. Une chance. Une chance qu'il y a eu cette nouvelle-là, parce que, là, je ne vous la dis pas encore, là. J'avais oublié cette slide-là, là. Mais grosso modo, Pierre, là, que tu lui demandes, là, sa dernière année, là, de documenter ce qu'il sait, là,
ou de former les jeunes, là. OK? C'est-à-dire peut-être que Pierre est super bon dans ce qu'il fait, là, mais c'est peut-être pas le meilleur formateur au monde. Puis peut-être même qu'il haït ça, faire ça. Puis peut-être que de lui dire de faire des Word, des PDF ou même sur un outil numérique de faire des procédures, des instructions de travail, là, il va les faire vite fait, il ne mettra pas tous les edge cases puis les cas particuliers. Puis quand que Jules va arriver, lui, la relève, là, puis il va regarder tout ça, là, puis c'est sur papier, écrit à la main par un vieux qui vient de partir, là, ça vaut absolument rien. Bon, la bonne nouvelle, une chance, les agents. Les agents, il manque d'agents humains, OK, ça on le sait, là, mais il ne manque pas d'agents AI. Ça, c'est la bonne nouvelle. OK? L'intelligence, la vraie relève, pas la vraie relève, on ne va pas dire ça comme ça. Mais notre relève humaine peut être augmentée par une relève AI. Je vais essayer de vous le démontrer aujourd'hui. OK? Fait que, spoiler alert, je vais vous montrer des façons de faire, entre autres, des instructions de travail. Comment l'IA, l'intelligence artificielle, est capable elle-même de faire des instructions de travail. Mais pour être capable de vous expliquer ça, puis cet outil-là, il faut qu'on ait toute la même définition de c'est quoi un agent AI. Hein? C'est-à-dire que c'est quoi ça, un agent? T'sais, tout le monde parle d'agent, puis on ne sait pas c'est quoi. Google parle juste d'agent, Microsoft parle juste d'agent, Nvidia, toutes les grosses compagnies de technologie parlent d'agents. 2025, 2026, c'est le Agentic Year. C'est quoi ça, des agents? Bien, des agents, là, c'est. Je vais essayer de vous l'expliquer. Okay? Meilleure journée professionnelle à vie. Je ne sais pas si vous connaissez votre meilleure journée professionnelle à vie. Personnel, c'est facile, un mariage ou une naissance, habituellement. Mais professionnel à vie, ça devrait être facile aussi. En tout cas, pour moi, c'est facile. 30 novembre 2022, l'arrivée de ChatGPT. Oh! Toutes les tâches plates deviennent automatisées. C'est pas merveilleux, ça? Hey, malade! La plus grosse technologie que j'ai vécue de ma vie, moi. La plus grosse révolution technologique, plus gros qu'Internet. Puis, tu sais, complètement différent de l'intelligence artificielle classique qu'on vivait là, 5 ans, 10 ans avant ça avec ce qu'on disait l'intelligence prédictive. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies des data scientists qui viennent chez vous, qui fassent des affaires avec tes données, puis qui essayent de prédire quelque chose, puis à la fin, ben, ils disent qu'il te manque de données, là, grosso modo. Là. Ben, c'est ça. Pour faire de l'intelligence artificielle prédictive, c'est-à-dire du machine learning, du deep learning, il y a 2 conditions. Avoir beaucoup de données de qualité. Dans les usines, il n'y a pas de données. Fait que, il n'y en a pas. Pour vrai, il n'y en a pas. Dans le marketing, il y en a. Là. Eux autres, ils ont des clics là, partout. Dans les assurances, il y en a. Dans les finances, il y en a. Sur un plancher de production, la réalité, c'est qu'on n'en a pas. Là. Fait que le prédictif avait très peu de résultats. C'est sûr, du prédictif, c'est des vibrations comme on vient de voir, absolument. Mais il n'y a pas d'intelligence artificielle là-dedans. Mais la différence avec l'IA générative, avec l'arrivée de ChatGPT sur le côté droit, c'est que n'importe qui peut l'utiliser. Tu n'as pas besoin de grande quantité de données, puis tu as des résultats concrets là, directement. Fait que c'est complètement différent. On n'aurait pas eu la seconde sans la première. Mais la seconde est intéressante, on s'entend. Je pense que la plupart des gens ici, vous l'utilisez d'une façon ou d'une autre, que ce soit, plus je dis ChatGPT, là, mais ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, pour le commun des mortels, là, ça va grosso modo vous servir de façon identique. Donc, je vais juste utiliser le mot ChatGPT pour qu'on se comprenne, là, mais je pense que la plupart des gens s'en servent aujourd'hui. Si vous n'en servez pas, ben là, commencez à penser. Mais la plupart des gens s'en servent pour des tâches de base. Rédiger un courriel, traduire des textes, faire une demande de subvention, ça c'est cool. Ça c'est cool. Faire du marketing, il y en a qui vont un petit peu plus loin. C'est super puissant ce que tu peux faire en marketing avec ça. Plus besoin d'avoir des designers, toutes sortes d'affaires. Ça, c'est cool. Tout ça, c'est absolument rien. OK? C'est absolument rien par rapport au potentiel des agents. Donc, on a tous le même outil, mais il y a bien des gens qui vont dire « Ouais, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, ça ne donne pas toujours les bonnes réponses. Il faut faire attention, des fois, ça hallucine. » Si vous voulez mon opinion, là, moi, je bouffe du contenu là, 1 à 2 heures par jour depuis plus de 3 ans. C'est comme, c'est une maladie. Là. Ma femme ne veut plus que j'en parle, mes amis ne veulent plus que j'en parle, fait que je viens me défouler sur vous autres. Mais je suis calé dans le domaine. Là. Je vais vous dire c'est quoi le problème de l'IA, puis de ChatGPT, etc. Là. Il y en a un, effectivement. C'est la personne qui est devant. Si tu poses une question floue, tu vas avoir une réponse floue. C'est aussi simple que ça. Ça se résume à ça. Si tu poses une question floue, tu vas avoir une réponse floue. Point barre. On a tous le même outil, mais on n'a pas tous les mêmes résultats. Parce qu'on ne l'utilise pas tous de la même façon. C'est comme Google, tu sais.
Si tu donnes une compétition entre moi et mon père sur une recherche sur Google, c'est sûr que je gagne. C'est sûr que je gagne. On a le même outil Google, mais c'est sûr que je gagne. Mon père, il n'a pas développé ce muscle-là d'utiliser Google. Il ne sait pas comment taper, il me regarde comment tu as fait pour savoir. Ben, je ne sais pas, là, à force d'utiliser, je sais pas. Ben, ChatGPT, Gemini, etc., c'est la même chose. Il faut l'utiliser. Même quand vous vous dites, ah, ça serait plus long que de le faire maintenant. Non, faites-le, utilisez-le. Parce que vous allez développer votre muscle, puis c'est quand même un muscle assez important à développer, mettons, en ce moment. Fait qu'il faut le faire, OK? Mais après ça, il y a des règles à respecter pour avoir des bons résultats. La première règle à respecter, donner beaucoup de contexte. OK? Il faut donner du contexte. Si tu poses une question floue, tu vas avoir une réponse floue. Puis quand je dis donner beaucoup de contexte, là, t'en donnes. Moi, j'habite à Laval-des-Rapides, puis je travaille au Vieux-Port, là. J'ai 45 minutes de route à peu près, là. Bien, je parle pendant 45 minutes à ChatGPT. Je parle pas avec qui me coupe la parole, là. Ça, c'est fatigant. Non, non. Je pèse sur record, là, puis je déblatère, là. Fait que là, je t'explique, OK? L'année passée, je vais te le dire d'un autre roman, là. Puis je m'enregistre pendant 5 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure avant de soumettre mon premier prompt. Ça, c'est du contexte. Ou la série. C'est toute la différence. OK? Ensuite de ça, il faut lui dire comment agir, puis c'est ça un agent. Je vais vous expliquer. Un agent, là, c'est quand tu prends un grand modèle de langage comme Gemini ou OpenAI, peu importe, GPT, mais que tu le spécialises à faire une tâche. C'est-à-dire que ces modèles-là sont très généralistes, mais tu peux les spécialiser à faire une tâche. Okay? Puis pour ça, il faut que tu lui donnes son instruction système. C'est-à-dire comment il doit réagir avant que tu interagisses avec lui. Fait qu'une bonne instruction système, tu vas toujours la construire comme ça. Un rôle, une mission, des règles à respecter. Dépendant de ce que tu souhaites faire. On va y revenir tantôt. OK? Rôle, mission, règles à respecter. Tu y expliques, OK, tu es un spécialiste de rédaction d'instructions de travail en usine de 20 ans d'expérience. Ça, c'est ton rôle. Ta mission, rédiger un article, rédiger une instruction de travail sur comment assembler telle pièce, blablabla. Règles à respecter en français, pas juste en français, j'ai des travailleurs étrangers, en espagnol, en moins de 2000 mots. Je veux des étapes, je veux des photos, je veux des gifs. Tu lui donnes tes règles. OK? Ça s'appelle des agents. Mais il y a un moment donné où tu vas avoir un problème que plus tu lui donnes des règles à respecter, moins il est capable de les respecter. C'est là que des entreprises comme la nôtre, il y a 2 ans et demi à peu près, puis au travers le monde, tout le monde qui sont dans le domaine a eu la même solution pour ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un agent qui a 10 règles à respecter, pourquoi je n'aurais pas 10 agents qui ont une seule règle à respecter chaque? Fait que c'est une équipe, en fait. Tu as des spécialistes, des super spécialistes, qui font une partie du travail, qui donnent la réponse au prochain, qui fait une partie du travail. Fait qu'évidemment, on ne fait pas ça dans ChatGPT ou Gemini. Là. On fait ça directement par des appels d'API au service. Là. Mais tu viens de créer vraiment une structure comme ça où tu te fais une équipe et tu découpes la tâche en plein de petits spécialistes. Puis là, il existe des structures, puis je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais des structures séquentielles où tes agents vont travailler dans un ordre prévu. OK? Puis des structures plus hiérarchiques où tu vas avoir un superviseur. Toi, tu parles avec le superviseur, mais lui, dans son équipe, il y a des spécialistes. Hein? C'est lui qui va décider quand est-ce qu'il fait travailler quel spécialiste. Ces spécialistes-là sont peut-être superviseurs de super spécialistes, d'ailleurs. Puis finalement, ça ressemble vraiment à des équipes humaines, là, pour eux. C'est identique. Là. Fait que mettons que tu veux te faire du BI, toi. Tu veux te faire des rapports là, sur ton ERP, les coûts de revient, peu importe les ventes, n'importe quoi. OK? Ben là, il aurait fallu que tu demandes à ton gars d'aller faire un Power BI, puis là, lui, il aurait connecté la donnée, puis là, il serait revenu 100 heures plus tard avec un rapport, puis là, tu aurais dit, merde, j'ai oublié de te dire, mais il fallait le trier par-ci, par-ça, puis les reports, puis ben, aujourd'hui, tu peux demander à une équipe comme ça où tu demandes au superviseur ton rapport. Puis dans son équipe, lui, il y a un spécialiste de ta base de données, son infrastructure. Il y a un spécialiste de comment calculer les KPI, les indicateurs. Tu en as un autre qui peut rédiger une requête SQL. Il y en a un qui, s'il y a une erreur dans la requête, il la corrige. Il y en a un qui rédige du HTML. Puis de façon commune, en équipe, ils vont te produire un BI sur demande depuis un prompt. Ça, c'est avec des structures comme ça. OK? Puis finalement, un agent, ça a un rôle, une mission, des règles. Ça a aussi des outils. Comme je vous disais, là, il peut accéder à nos différentes pièces logicielles. Okay? Ça, c'est pas par API, ça s'appelle MCP à ce temps, en tout cas. Donc, il peut interagir avec les pièces logicielles. Puis, bonne nouvelle, il existe des tonnes de connecteurs. Okay? La majorité des logiciels aujourd'hui, les agents peuvent parler avec. Nice. Jusqu'à temps que nous autres, dans les 3 dernières années, on a développé des centaines d'agents. Hein? Des agents qui sont capables d'analyser des vidéos, analyser des images, des agents qui sont capables d'envoyer des courriels, envoyer des SMS, créer des bases de données, interagir avec des bases de données, etc., etc., faire des SQL, toutes sortes d'affaires.
des centaines d'agents jusqu'à temps qu'on arrive à faire une équipe d'agents ultra spécialisée qui développe du logiciel de A à Z. Fait que nous, qui est une compagnie logicielle, que le logiciel de monitoring machine, on a peut-être mis 6 millions de développement à peu près dedans. C'est une compagnie logicielle. Il y a plein de logiciels, nos clients nous demandaient « Hey, pourriez-vous me faire ça, une tournée de plancher, une affaire? » Puis on était là « Oui, mais ça nous défocuserait, ça prendrait du temps. » Aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation. Un logiciel qui prenait 2 ans à développer pour une équipe de 20 développeurs seniors, ce même logiciel-là, qui aurait pris 2 ans pour 20 développeurs seniors, prend 2 semaines à 1 développeur junior. Il chatte avec les agents pour développer. Le nouveau langage de programmation, c'est le français. C'est pas incroyable, ça? L'anglais. Donc, c'est de la science-fiction, c'est game changer. Là, c'est amenez-en des idées. Là. Amenez-en, c'est super rapide de faire des projets. Il en existe des problèmes en usine. Bien, aujourd'hui, il y avait peut-être que les solutions étaient complexes. Là. Il y avait des problèmes qui avaient beaucoup de valeur, mais les solutions étaient très complexes. Mais grâce aux agents, les solutions viennent de diminuer en effort drastiquement. Donc, dans le ratio valeur-effort, il y a des opportunités. Okay? Un exemple. J'avais dit, pour répondre à notre problème de main-d'œuvre. Donc, je vous l'ai dit tantôt, il y a des gens qui partent à la retraite avec des connaissances. Il faut se dépêcher avant qu'ils partent à extraire ces connaissances-là de leur tête, là, puis de les redonner à l'entreprise, à la propriété intellectuelle de l'entreprise. Mais comment tu fais ça? Bien, entre autres, tu peux le filmer. Tu le filmes. Fais juste le filmer avec ton téléphone qui explique sa tâche d'assemblage ou de maintenance. Puis, il n'y a pas besoin d'être « Bonjour, ici Martin Landry pour vous expliquer comment… » Non, non. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de le faire en anglais parce qu'on a une usine aux États-Unis. Non, tu le fais en québécois. Là. Tu y vas vite, tu parles à 200 mots, 300 mots minute. Il se trompe, tu continues à filmer. Il dit « Ah non, je suis en train de te dire n'importe quoi. Là, ça, c'était sur un autre projet. Là. Mais pas grave, continue. » Les agents vont l'analyser, le vidéo, eux autres. Okay? Tu demandes à la personne qui filme là, de bien aller filmer de proche. Là, quand il explique « Là, il faut que tu laisses un 8, sinon plus tard, tu vas avoir un problème de telle affaire. » Bien, va le filmer, un 8, puis tout ça, parce que ces images-là vont pouvoir être utilisées aussi. Les agents vont pouvoir faire des print screens de vidéos ou des GIFs et les utiliser dans les instructions de travail. Fait que, tu le filmes, okay? Il l'explique. Idéalement, ton intervieweur, la personne qui filme, là, tu peux lui demander de poser des questions. C'est toujours de même? Ah non, des fois, ça arrive que… C'est souvent là les infos les plus intéressantes à collecter. Là. Puis tu pognes ton vidéo, puis tu le drops dans l'outil. Ça, c'est un outil qui est développé par le AI et qui contient du AI. OK? Tu mets ton vidéo. Là, il y a des agents. Toutes les équipes d'agents, je vous expliquais, là, ils analysent image par image. Ils vont analyser le son, créer une instruction de travail, imaginer quel GIF aurait pu être émettre, puis ils vont te faire une instruction étape par étape. Comme ça. Puis il va avoir sélectionné les GIFs lui-même. Là. Ça, c'est ma laveuse chez nous qui a pété récemment. Là. Whirlpool, là, en tout cas, la belle, elle pète tout le temps. Là. Ben, j'ai pris une vidéo, là, puis je suis capable de. Tu sais. Fait que 46 des opérateurs en usine sont analphabètes fonctionnels, hein, selon les dernières stats. 46 Personne qui le crie, là, mais c'est la réalité. Fait que, mettons que le côté gauche est comme important dans les instructions de travail. Ben là, tu n'as plus besoin de te faire des photos, de les envoyer par courriel, là, mettre des affaires, des flèches, des trucs, puis d'essayer de te faire un Word ou un PDF ou whatever. Là. Ben, tu fais juste une vidéo, puis ça le fait. That's it. Puis là, ben après, il est-tu parfait? Peut-être pas. Peut-être qu'il est 90 parfait, fait que tu vas avoir un moteur d'édition, tu vas avoir tes différentes instructions, tu vas pouvoir les éditer à la main. Fait que de dire, ah, je sais pas trop, tel truc, j'avais oublié de le dire dans la vidéo, puis tu l'édites, son titre, son texte, etc. Fait que tu peux les éditer à la main. Tu peux les éditer par du AI. Tu vas toujours avoir un chat sur le côté, un assistant, que tu vas pouvoir lui dire, hey, je sais pas trop, c'était quoi? Pouvez-vous traduire, peux-tu traduire en espagnol? J'ai des travailleurs étrangers. Puis lui, il va faire, oui, c'est bon, c'est en espagnol. Puis il va te faire une langue supplémentaire, puis ça a pris 30 secondes. Donc, c'est très, très, très rapide aujourd'hui de faire des procédures grâce aux agents. On me demande souvent, sont où les agents? Là, ils sont dans un logiciel. Ils sont juste dans un logiciel. Puis là, ça donne ce logiciel-là est développé par des agents et il contient énormément d'agents. C'est cool. Là. En tout cas, c'est comme l'imprimante 3D qui s'imprime. En tout cas. Fait que tu peux, c'est ça, tu peux chatter avec. Là, après ça, peut-être le GIF qui te fait, là, la petite photo animée, là, bien, peut-être qu'elle était un petit peu trop courte, un petit peu trop longue, tu peux la réajuster. Tu as des outils d'ajustement, tu peux mettre des annotations, des flèches, des émoticônes, des icônes, des X, des affaires de même. Tu n'es pas obligé de garder les photos ou les images. Tu peux mettre des dessins de soudure ou d'assemblage ou
des Google Forms si tu veux. Tu peux changer le média comme tu le souhaites. Toutes tes modifications, tu vas les versionner. Fait que tu vas avoir une version. À chaque modif, tu peux revenir à ta version antérieure. Tu vas les soumettre pour approbation. Peut-être à un de tes collègues, justement, le chef de la maintenance, qui va pouvoir dire oui, c'est bon, ou oups, telle affaire, tu as oublié de parler de tel truc, puis mettre des commentaires pour que la personne puisse corriger son instruction. Tu vas lui mettre même une. Ouais, c'est ça, fait que les workflows d'approbation. Tu vas même lui mettre une date d'expiration de cette procédure-là. Peut-être que cette procédure-là, tu vas dire ah, dans 3 mois, j'aimerais ça. Aux 3 mois, j'aimerais ça la réviser parce que je sais que ça évolue pas mal. Tandis que celle-là, ah non, dans 1 an. Dans 1 an, je recevrai une alerte pour dire hey, es-tu encore bonne ta procédure ou elle mériterait d'être révisée? Puis là, ben ouais, elle est encore bonne, tu la remets pour un autre 6 mois, mettons. Puis that's it. Fait que là, ah oui, puis là, ben, tu vas évidemment déployer ça sur ton plancher de production. Fait que pour faire ça, tu vas faire quoi? Tu vas la taguer, en fait. Donc, tu vas lui mettre tu vas la catégoriser, on va dire ça comme ça, ton instruction de travail. Tu vas dire, c'est une instruction de maintenance ou d'assemblage? C'est-tu pour la machine Mazak 5-axes ou c'est pour le poste d'assemblage, je ne sais pas quoi? Tu peux y aller par usine, tu peux la taguer comme tu le souhaites. Puis après ça, ben, ça va te faire des vues. Parce que tu vas dire, hey, le gars au poste 1, lui, il a juste besoin de voir les instructions de travail du poste 1. Puis c'est un assembleur, fait que juste d'assemblage. Puis tu vas lui faire une vue filtrée, en quelque sorte, de toutes les instructions d'assemblage au poste 1. Puis tu vas déployer ça directement sur le plancher de production. Il peut même l'ouvrir avec un scan, pouf, ça pop la bonne instruction. Fait que ça, c'est juste un exemple d'outil qui aurait été extrêmement difficile à développer sans les agents. Extrêmement difficile. Là, bien évidemment, tu as toutes les stats. Fait que qui a ouvert quoi, il a passé combien de temps à chaque étape. Tu as peut-être mis des petites checklists ou des contrôles qualité, puis tu vas tout pouvoir tracker ça. On avait des clients qui nous disaient ah, ben moi, j'aime ça les prendre en plein de petites vidéos. Puis là, ils passaient dans un logiciel de montage avant de les amener dans notre logiciel. Fait qu'on on a dit à nos agents développe donc un logiciel de montage. Fait que tu mets tes vidéos, tu les croppes, tu peux réenregistrer une voix par-dessus si tu veux, puis etc., etc. Ça, c'est un autre écho des formulaires. C'est le fun, OK, de mesurer des machines, mais il y a des humains aussi dans une usine. C'est-à-dire que il y a plein d'informations que juste les opérateurs ou les. Ah, c'est fatigué. Je reviens, je reviens. Puis des machines, tu peux mettre des capteurs dessus, mais des opérateurs, tu ne peux pas mettre de capteurs d'un bobette. T'sais. Fait que faut que tu leur demandes, faut que tu lui poses la question. Fait que tu peux te faire un outil. Bon, j'essaie de voir ce qui se passe. Là. OK, mettons, génère-moi une tournée de plancher Gamba Walk pour le poste de soudure. Fait que tu lui demandes ça à l'agent. Hey, j'aimerais ça faire un formulaire de tournée de plancher là, pour mon superviseur pour le poste de soudure. Puis ben, l'agent va en dedans de 30 secondes, te proposer un formulaire que tu pourrais déployer du même principe sur ton plancher de production. Que ce soit des formulaires de tournée de plancher avec des questions 5S de propreté, des checklists de santé, sécurité, etc. Ça peut être des contrôles qualité, des checklists de maintenance. On a-tu bien validé ci, ça, des prises de mesure, etc. Puis ben, c'est le même principe, c'est-à-dire que tu peux aller l'éditer avec manuellement ou avec l'intelligence artificielle, puis éventuellement le déployer sur tes postes de travail. Puis là, ben, il y a le petit micro aussi, là, en bas. Tu peux répondre par la voix. Tu pars le recorder, puis parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes fonctionnels, tu n'as pas le choix. Là. Le monde, ils ne pourront pas remplir ça à la main. Hein. Mais il va pouvoir dire avec le micro ah, il est fatiguant, Eric, il ne m'amène jamais le bon nombre de palettes. Il faut toujours que je l'appelle parce qu'il m'en amène juste une. Bien, ça va te générer des statistiques intéressantes plus tard. Fait que tu vas être capable de voir hey, ce formulaire-là, OK, il y a eu 4 réponses. C'est quoi les réponses qu'il y a eu? Bon, qui va aller voir ça? Ben, il va y avoir des graphiques qui vont avoir été générés par l'intelligence artificielle où ce qui va te dire chaque réponse que ton formulaire a eue. OK, mais qui va aller lire ça? Ben, l'intelligence artificielle. Tu vas lui demander, ben, fais-moi un rapport à tous les vendredis PM, je veux avoir grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis il va te dire recommandation, là, mettre en place un groupe de travail pour telle affaire, parce que je vois qu'il y a beaucoup le problème d'approvisionnement de palettes d'Éric qui n'amène pas assez, là, puis il va analyser tes données, puis il va te donner des recommandations. Ça sert à quoi des indicateurs de performance, des rapports? Ça sert à quelqu'un à l'analyser, puis il raconte une histoire à quelqu'un d'autre, Ben, pourquoi faire des graphiques si tu peux avoir une IA qui te l'analyse puis qui te la raconte l'histoire?
Et ça, c'est toutes des choses qui étaient impossibles l'année dernière, la dernière fois que je suis venu. Il n'y avait pas ça, là. Dans l'intelligence artificielle, c'est à chaque semaine, il y a des révolutions, là, en ce moment. Chaque semaine. Ça va vite. L'auto-AI, pour faire des fiches de cadenassage. Ça, c'est Bombardier qui sont venus nous voir. Bombardier, ils ont vu une conférence de même, là, puis ils ont dit, OK, c'est bien beau tes agents, là, mais ils pourraient-tu faire des fiches de cadenassage? Parce que là, eux autres, en gros, sont venus nous voir, puis tu sais, ben, je pense, seulement j'explique c'est quoi des fiches de cadenassage, mais je pense que ici, tout le monde le sait, là, mais grosso modo, avant de faire une maintenance d'une machine, tu dois la cadenasser pour être sûr que quelqu'un ne la reparte pas pendant que tu as les mains dedans, là, mettons. Mais ça, c'est une procédure qui doit être dans les normes de la CNESST. Bien, eux autres, ils se sont fait dire, il faut que tu refasses 4000 fiches de cadenassage. Ils en ont fait 2000, ça a coûté 2 millions. C'est 15 heures faire une fiche de cadenassage. Prendre des photos, là, c'est super long, etc. Y aurait-tu moyen que l'intelligence artificielle pourrait nous aider là-dedans? Tes agents, là, ton histoire d'agent, ben oui, on l'a fait. Projet de 4 semaines, 5 semaines. Extrêmement rapide là, à faire. Fait que c'est un outil où ce que. Ben, je passe. C'est un outil où, ce que, en gros, ben, tu t'en vas sur le terrain, la personne va sur le terrain prendre des notes. Ben, tu sais, il faut que tu regardes. Là, cette machine-là, bon, attends une minute, le fil passe ici. OK, il y a un sectionneur là, il y a une valve ici. OK, ouais. Bien, avec son téléphone, ben, il prend des photos puis il parle. OK, ici, cette section-là, on le ferme en premier. Ensuite de ça, cette valve-là ici. Non, excuse-moi, il faut fermer la valve avant le sectionneur pour telle raison. Tu prends des photos puis tu parles en parlant. Tu peux prendre des vidéos. Tu t'en vas sur ton ordi. Ça te génère une fiche de connaissance. Selon les normes de la CNESST ou du pays que tu es, puis il va tout la générer. Tu vas pouvoir l'éditer manuellement, si tu veux, ou tu peux l'éditer par l'intelligence artificielle aussi. Puis éventuellement le faire un processus d'approbation d'un collègue électricien qui va aller valider qu'il y a bien énergie zéro, puis tout ça, puis qui va mettre sa signature lui aussi, puis éventuellement tu vas avoir un répertoire de toutes tes fiches de connaissances. Easy. Easy. Donc, c'est une application comme ça, iOS, Android. Comme je disais, tu arrives, dès que tu prends une photo, le micro part, tu parles dans la langue que tu veux, là, à la vitesse que tu veux. C'est pas comme Google ou Alexa qui ne comprennent rien, là, Siri là, qui ne catch rien. C'est pas ça. Aujourd'hui, ça va bien, c'est plus un problème. Tu parles, puis ben, lui, chaque image, l'intelligence artificielle va l'analyser. C'est quoi l'image? Mais il va regarder aussi ce que tu as dit. Puis après ça, bien, quand tu vas arriver à ton poste de travail, tu as une interface web où ce que tu vas dire, bon, ben, je veux créer une nouvelle fiche de cadenassage, puis on va voir toutes tes notes que tu as prises avec ton téléphone, puis tu vas en sélectionner une, puis tu vas l'ouvrir. Et, ouais, puis tu vas faire générer par intelligence artificielle. Là, dans leur cas, eux autres, il y avait déjà un template qui avait travaillé, qui voulait garder à quoi ça ressemble. Bien, parfait. Puis lui, bien, il va prendre en entrée toutes les photos, les vidéos, les audios que tu as pris, puis il va te rédiger une fiche de cadenassage, mais selon les normes. Puis après ça, va-tu être parfaite? Peut-être, peut-être pas. Peut-être parfaite à 90 Tu peux l'éditer manuellement, tu peux l'éditer avec un chat, puis éventuellement, ben, tu y apposes ta signature, puis tu l'envoies à approbation. Approbation à qui? Un collègue. Ou ben, à l'IA aussi. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est capable d'aller voir la norme par rapport à ce que tu as écrit, puis tu as dit, je fais attention à telle affaire. Tu n'es pas supposé d'avoir un sectionneur en hauteur, ça c'est une non-conformité, etc. Ça, c'est un autre exemple. Très facile, projet easy peasy. Solution spec. D'autres clients sont arrivés. OK, mais moi, c'est de faire des évaluations, des estimés. On reçoit des mises en plan de clients, puis là, on a des estimateurs qui doivent répondre aux clients combien ça va coûter faire ce projet-là. Fait que là, ils doivent analyser 100 dessins, 200 dessins, 300 dessins, puis là, OK, cette pièce-là, il va falloir l'envoyer au pliage, puis là, il y a combien de pouces de soudage, puis y a-tu du plasma là-dessus, puis avec quelle longueur, puis ils doivent extraire ça, là, puis là, c'est du monde qui vont partir à la retraite d'ailleurs, là. Puis, là, il va mettre ça dans un Excel, puis là, il va rouler un peu son équation de, OK, à peu près par trou, par setup, là, ça coûte à peu près tant, là, puis là, à la fin, il va sortir un prix. Bien, comment qu'on peut l'assister, cet estimateur-là? Ben, tu mets les plans, en gros, tu mets les plans dans ton outil, là, puis tu lui dis c'est quoi tu souhaites extraire. Là. Ah ben moi, c'est les pouces linéaires de soudage, c'est le nombre d'amorces de plasma, c'est le nombre de plis, etc., etc. Là. Puis, tu vas l'associer à un client, puis tu vas lancer l'analyse, puis les agents vont t'extraire ça. Mais là, tu peux-tu y faire confiance? C'est la question. T'sais. Non, tu ne peux pas y faire confiance. Tu ne fais jamais confiance à 100 à l'IA. Tu dois toujours vérifier ce qu'il fait. Ça s'appelle le concept human in the loop, l'humain dans la loupe. Okay? Il faut absolument qu'un humain confirme
Mais qu'est-ce que l'IA peut faire pour nous aider à confirmer? Bien, il peut nous les extraire, les dessins, puis nous donner juste un processus d'approbation rapide. Puis peut-être même qu'il peut nous donner son niveau de confiance sur l'information qui est ressortie. Fait que s'il est, il est confiant à 90 bien, je peux passer plus vite que s'il est confiant à 50 parce que sur telle vue du dessin, on ne voit pas, puis là, gna, gna, gna. Puis il va te donner son raisonnement de comment ou son calcul de combien de surfaces de peinture qu'il y a, combien de pouces linéaires de soudure qu'il y a, etc., etc. Puis tu vas pouvoir les confirmer comme ça un à un, puis éventuellement, ben, d'avoir ton prix, donc de rouler ton équation. Ça, c'est-tu cool, ça? Malade. Sauve du temps. Là, je vous mitraille, hein, mais c'est parce que c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. L'ordonnancement, c'est un autre problème, ça, en usine. Peut-être un peu moins en même temps, mais en même temps, non, je pense que vous le connaissez tous. Là. Je dirais que c'est le plus gros problème en usine, de façon générale, dans les PME manufacturières, comme les grandes entreprises. De faire les jobs dans le bon ordre. Là. C'est pour ça que les machines sont arrêtées, d'ailleurs, souvent. Là. À cause d'arrêt numéro 1 des machines au Québec, c'est le manque de matériel. C'est-à-dire, l'opérateur est prêt à travailler, la machine est prête à travailler, mais son matériel est comme pas là au bon moment parce que, non, il est encore à la ligne de peinture, parce que... Bien, c'est à cause de l'ordonnancement. C'est extrêmement difficile de faire de l'ordonnancement. Les ERP le font très mal. Les gros MES le font très mal, l'ordonnancement, puis les APS le font très mal aussi. Dans le sens que c'est une problématique extrêmement complexe de bien ordonnancer les tâches à faire. OK, on a des jobs avec des dates là, dans le RP, là, mais là, quelle opération doit être faite avant quelle, puis là, être sûr que le stock, on l'aille au bon moment, puis que là, merde, mais là, un matin, le gars, il n'est pas rentré un matin. Comme à tous les matins, il y a des gars qui ne rentrent pas. Puis, non, mais la machine a pété. Fait que là, tout mon ordonnancement que j'ai fait à la main ou dans Excel ou peu importe, mais ça ne vaut plus rien. Là. Fait que c'est un problème forte valeur, là, mais qui n'a comme pas de solution simple. C'est tout à fort effort. Là, les agents peuvent commencer à nous aider. OK? Ils ne vont pas nous aider à trouver le chemin critique de l'ordre des tâches à faire. Ils vont nous aider à configurer le système. Et désolé s'il y a un peu d'anglais, là, c'est parce qu'en tout cas. Fait que ce qui est compliqué dans le logiciel d'ordonnancement, c'est comment configurer tes contraintes. Tu en as beaucoup de contraintes dans une entreprise. Bien, justement, telle tâche doit être faite avant telle autre. Tel opérateur est formé sur telle machine, mais pas elle. Ah, cette machine-là, des fois, on peut utiliser deux têtes en même temps, mais pas tout le temps. À ligne de peinture, quand on passe du blanc au noir, c'est 2 heures de changeover, mais du noir au blanc, c'est 5 heures de changeover. Bien, ça, c'est toutes sortes de contraintes. OK? C'est extrêmement difficile à configurer dans le logiciel de MES ou de APS. Ça te prend des années à configurer. Puis là, ben, si tu changes une machine ou si tu revires de quoi de bord, puis ça ne fait plus. Fait que rapidement, ceux qui essayent de mettre en place un logiciel d'ordonnancement, bien, souvent, ils se butent à ça, c'est que ça a pris des années de le configurer, puis la configuration n'est pas ajustable, fait que tu es pris. Là, aujourd'hui, les agents peuvent t'aider à configurer tes contraintes. Quand tu rouvres le système, il fait juste te dire Hey, toi, as-tu des quarts de travail 3 quarts ou Ah non, mais tu peux dire Ah non, mais on a juste 2 semaines, mais des fois le week-end, on en ouvre un. OK, est-ce que tous tes opérateurs sont formés sur toutes les machines? Non. Aurais-tu un Excel? Oui, tu drops ton Excel, il va l'analyser, lui. Puis lui, il va les configurer, ces contraintes. OK? Il va te donner des interfaces pour les éditer, mais il va toutes tes préconfigurer juste avec un assistant. Fait que ça sauve un temps incroyable et surtout, ben, tu peux les modifier rapidement. Puis là, ben, après, tu vas calculer ton chemin critique. Okay? Là, la mauvaise nouvelle, c'est que trouver le chemin critique de quel job doit être fait avant quel, s'il y avait seulement 3 contraintes, ça demanderait 1000 ans de calcul à l'ordinateur le plus puissant au monde. Fait que ça s'appelle un problème NP difficile en mathématiques. C'est comme impossible à résoudre. Fait que pourquoi on fait ça? Non, bonne nouvelle. Dans les années 70, il y a des mathématiciens qui ont trouvé des méthodes heuristiques, ça s'appelle, pour ne pas trouver le chemin idéal, tu sais, qui te fait sauver le plus de temps, mais trouver le chemin idéal à 99,5 puis au lieu de 1000 ans, ben ça ne prend pas 1000 ans, ça prend comme 45 secondes. Fait que merci à ces mathématiciens qui ne savaient pas à ce moment-là ce que ça nous impacterait aujourd'hui. Donc, ces moteurs heuristiques-là, ces solvers-là existent depuis longtemps, mais il n'y a personne qui est capable de les utiliser parce que c'est comme compliqué. Mais les agents, eux autres, sont capables de les utiliser. Aujourd'hui, ben, on peut développer des systèmes d'ordonnancement beaucoup plus rapidement, où ce que tu as des what if. OK, le gars, il n'est pas rentré un matin, paf, recalcule-moi le scénario idéal, puis qui s'ajuste au fur et à mesure de façon dynamique. Clock!
en gros, je pourrais vous en présenter toute la journée, là, parce qu'aujourd'hui, des produits, nous autres, basés sur l'intelligence artificielle, on en commercialise un par mois, 1 ou 3 semaines à peu près. Les logiciels qui ont pris 2 ans à développer, aujourd'hui, c'est à peu près ça, 3 semaines, 4 semaines. C'est extrêmement rapide. Ça, c'est un client qui voulait se faire du clock-in, clock-out, très simple, compagnie de camions. Eux autres voulaient une interface opérateur, ils l'avaient imaginé à quoi qu'elle ressemblerait. Puis, ils voulaient que l'opérateur puisse se scanner. Je pense que je ne l'ai pas ici. Mais se scanner, mettre son PIN, puis après ça, scanner son camion, puis voir toutes les tâches qu'il a à faire aujourd'hui, sur la droite. Puis après ça, juste de dire, je commence à travailler dessus, je termine de travailler dessus. Puis, les superviseurs, eux autres, ils ont une vue sur qui travaille sur quoi en ce moment, l'avancement, on est-tu dans les temps ou non par rapport au temps standard. Puis, l'opérateur, lui, a accès à ses documents, ses dessins, il a accès à ses clips, ses instructions de travail, puis il est capable de travailler de façon simple. Ça, il n'y a pas d'IA là-dedans. Mais c'est l'IA qui conçoit le produit basé sur un meeting. Dans le sens que nous, on a mis beaucoup d'argent dans une infrastructure agentique. C'est-à-dire, pour être capable de développer aussi rapidement, ça a été compliqué, mettons, dans les trois dernières années. Je ne m'attends pas à ce que n'importe qui soit capable de le faire facilement. Ce n'est pas ça mon message aujourd'hui. Mon message est qu'il y a peut-être plein de problématiques que vous avez aujourd'hui, que vous avez déjà analysées il y a quelques années, puis ça ne valait pas la peine, ça coûtait trop cher, que ça a peut-être changé. Fait qu'il faut changer un peu le mindset. Okay? Dans le monitoring machine, je vous en parlais encore l'année passée, c'est ce qu'on faisait, comme j'expliquais tantôt, des tableaux de bord, on vient faire l'acquisition de la donnée, soit par protocole de communication sur la machine, soit de façon électrique. Hein? De façon électrique, on peut aller voir les signaux sur les équipements, savoir la machine est en marche, en arrêt, puis quand elle est à l'arrêt, de demander à l'opérateur c'est quoi les causes d'arrêt, puis de se faire des vues superviseurs, puis des vues de haut qui te permettent de voir en temps réel comme ta production. Là. Ça, c'est pas cette année. Là. Ça, c'est-à-dire que ça, c'est un projet TRS-TRG, c'est la base. Là. Je pense que c'est ce qu'il faut. Mais comment qu'un projet comme ça est augmenté par l'intelligence artificielle? Je vous en avais glissé un mot l'année passée, pour ceux qui étaient présents. On rêvait. Là, quoi ça ressemblerait, le système avancé dans 10 ans, 25 ans? Puis on l'avait imaginé comme ça ensemble, où ce serait cool que tu puisses parler avec ton usine. T'sais. Hey, fais-moi donc un rapport de production de la journée d'hier. OK. Puis que l'agent, il analyse ta donnée, puis il dit hey, bonjour Martin, hier, bonne journée en soudure puis au pliage, mais à la découpe, on est légèrement sous l'objectif. La machine laser Trump a produit seulement 7 des 8 bons de travail prévus. Puis, by the way, l'écart est dû à un arrêt de type manque de matériel qui a été pris en charge par l'opérateur Eric en 24 minutes. C'est 3 fois plus lent qu'à l'habitude. Veux-tu voir tes stats? Mais tu sais, ils viennent te le résumer. Tu n'as pas besoin d'aller voir tes stats. Là, tant qu'à, pourquoi il ne prend pas action? Je recommande une formation Eric pour la réduction des temps de réaction. Voici la formation à CTRL P, tu l'imprimes. Là, ce serait malade d'avoir ça. On se disait l'année passée que ce serait malade. Bien, ça existe. Finalement, ça n'a pas pris 25 ans. C'est fait. Ça existe. On l'a. De façon mobile. Tu peux directement chatter avec ta donnée. Tu peux lui dire hey, j'aimerais ça que tu me fasses un graphique de telle façon. Enregistre-moi le rapport pour pouvoir le réouvrir demain. Tu dis hey, c'est quoi la cause d'arrêt qu'un opérateur surutilise par rapport à ses collègues sur la même machine? Il te répond en texte, il te répond en graphique, il te répond en rapport, tu sauvegardes ton rapport, tu le partages à des collègues. On est rendu là. Cool, non? Oh. As-tu fait ça tout le long, je n'ai pas remarqué, non? OK. Parfait. Ah ouais, hein? C'est ça. Imaginez-le, la slide. Ah, regardez. Comment on fait ça? Checkez bien. Ça. Simplicité, simplicité, simplicité. OK? C'est la clé de n'importe quel projet de transformation numérique. Il faut faire des projets simples. OK? Moi, je suis fatiguant avec ça, là, mais je ne crois pas aux projets complexes. Ça n'existe pas. Il ne faut pas faire ça, des projets compliqués. Si c'est compliqué, c'est parce qu'on n'a pas trouvé encore la bonne solution. Il faut attendre. Okay? C'est-à-dire que, comme j'expliquais tantôt, il y a plein de problématiques qui auraient énormément de valeur si on pouvait résoudre. Okay?
mais il faut absolument que ça soit faible et fort. Parce qu'en résolvant cette problématique-là, tu vas te rendre compte qu'elle apporte moins de valeur que tu pensais. Puis c'était plus compliqué que tu pensais. Mais tu as encore une bonne marge de retour sur investissement. Si tu fais un projet qui a forte valeur, mais qui est fortement complexe, ça va faire ça. C'est fait. Fait que, comme j'expliquais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que les agents viennent de percer la jauge d'effort. Il y a énormément de problématiques en usine, aussi bien sur le plancher de production que du côté administratif, pour la personne de ressources humaines, la personne qui fait des coûts de revient, la personne qui fait des estimés, qui fait des offres de services, que les agents maintenant peuvent l'accompagner, lui amener une relève AI, une chance que les agents sont là pour nous aider, là, parce qu'on va perdre 30 d'ici 2030. Bien, il faut la saisir, cette opportunité-là. Ça urge. Il y a des entreprises qui vont le faire, puis il y a des entreprises qui ne le feront pas. Fait que, voilà, merci beaucoup pour votre attention. Il y a des questions? Moi, Martin, la question que j'aurais, là, c'est plus par rapport aux sécurités. Là, dans les industries, là, tu connais le contexte. Là, écoute, on a de la misère avec nos informatiques. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'on veut faire. Surtout qu'on parle de cloud, de connectivité, ça se ferme assez vite. As-tu des stratégies? Y a-tu Ouais. quoi à faire? Parce que si je peux comprendre, développer un projet, c'est une chose, là, mais quand tu veux l'utiliser avec tes données Ouais. dans ton industrie, avec différents serveurs, as-tu des idées ou des stratégies? Très bonne question. Je me l'attendais. C'est toujours une question assez récurrente. Évidemment, c'est super important de faire attention à la sécurité. OK? Super important. Le cloud, les gens ont moins peur aujourd'hui. En 2017, 2018, là, quand tu disais hey, on va monitorer une machine puis la donnée va être sur le cloud, le monde était là, le cloud. Tu sais? Ça faisait peur à bien du monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart des gens ont compris qu'un système cloud est beaucoup plus sécuritaire que d'avoir des serveurs à l'interne faits par Sylvain qui a mis le mot de passe police 1, 2, 3. Là. Mais quand tu es sur le cloud, ben, entre autres, tu gères tes backups, tu gères des réplicas sets, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu as des data centers qui contiennent la donnée. Pour avoir un ouragan qui ramasse le data center, tu as 2 autres data centers qui peuvent prendre le relais en dedans de 5 secondes. T'sais. Fait que, il y a plein de méthodes pour backuper la donnée, avoir des réplicas comme ça. Pour, entre autres, ce que les entreprises manufacturières ont peur, c'est les ransomware. Là. Quand tu te fais bloquer ta donnée et tu dois payer pour la débloquer. Mais ça, c'est quand tu l'as juste à un endroit sur le serveur de Sylvain. Là. C'est là que ça arrive. Là, le monde, on a peur du cloud, mais on s'est fait un VPN pour accéder à notre serveur à l'interne. Ouais, mais un VPN, c'est un cloud. Un cloud, c'est quoi? C'est un ordinateur connecté à Internet que tu peux accéder par Internet. C'est ça, un cloud. Fait que, il y a comme une. Ça, c'était plus dans les années, justement, 2017-2018, parce qu'il y avait une mauvaise compréhension de la sécurité. C'est de loin plus sécuritaire le cloud que le on-premise. De loin. Là, après ça, les agents. Là, les agents, là, les grands modèles, nous, on ne développe pas des modèles. On utilise des modèles de Gemini, de Claude, de OpenAI. Puis là, ben, il y a 3 ans, quand c'est sorti, le monde disait ouais, mais là, ils s'entraînent sur nos données. Nous autres, on a de la propriété intellectuelle là-dedans, il faut faire attention. Oui, il fallait faire extrêmement attention. C'est-à-dire qu'ils s'entraînaient énormément sur les données. Aujourd'hui, il y a une grande offre. Okay? Chaque entreprise a des modèles gratuits qui s'entraînent clairement sur ta donnée et des modèles pro, puis business, puis enterprise, où ce que là, ils te garantissent qu'ils ne le font pas. Puis après ça, chaque entreprise, je pense à Bombardier ou à autre, mais il y en a qui vont préférer la politique de sécurité de Google Gemini ou de Copilot ou de OpenAI. Fait il faut regarder ça puis prendre une décision éclairée, faire comme à laquelle je fais confiance. Mais à la fin, ta donnée, c'est comme l'IoT, les IoT, l'Internet des objets. Là. Le mot I dans IoT est comme important. C'est-à-dire que si tu enlèves le I d'IoT, ça fait juste des objets. Il n'y a pas de technologie là-dedans. Fait qu'effectivement, dans toutes ces technologies-là, ça passe énormément par le cloud, énormément par Internet. Il faut regarder bien les choses, il faut travailler avec des gens sérieux, puis faire bien les choses. Puis quand tu expliques ça correctement à tes gens d'IT, nous autres, on a des entreprises dans le militaire, on a des entreprises dans l'aéronautique, on a des entreprises dans toutes sortes que c'est approuvé. Voilà. Merci. Merci. Autre question? Oui? Salut?
pose deux questions en fait. La première rapide, c'est pour développer les agents IA, est-ce que c'est mieux OpenAI ou Cloud? Ah, bonne question. En fait, pour le commun des mortels, il n'y aura pas énormément de différence. Mais quand tu commences à les utiliser de façon spécialisée, comme nous d'ailleurs, il y a certains agents qu'on sait très bien que actuellement, Gemini 3.1 Pro va mieux réaliser l'analyse de vidéo que Claude. Tandis que Claude, pour rédiger du code, va être meilleur, mais GPT 5.5, lui, c'était l'autre affaire. Fait que ils réussissent tous à le faire bien, mais tu en as toujours un qui est meilleur dans une des tâches particulières. Fait que tout dépendant du produit ou de l'agent qu'on souhaite faire, tu peux, en quelque sorte, magasiner celui qui le réalise le mieux. L'affaire, par contre, c'est qu'à chaque semaine, Ça, là, en ce moment, c'est Claude 4.7 là, qui est le meilleur, là, qui vient de dépasser GPT 5.5, qui venait de dépasser 3.1, mais là, 3.1 va peut-être avoir 3.5. Puis ils font tout le temps ça, là, grosso modo. Fait que pour le commun des mortels, ça ne change rien. Une erreur, à mon avis, par contre, à ne pas faire, c'est de se dire, ah, il y a des modèles open source, on pourrait les rouler à l'interne. Comme ça, on est sûr que la donnée reste là. Pas que c'est une mauvaise idée. La mauvaise idée là-dedans, c'est qu'en prenant un modèle comme ça open source que tu roules sur ton serveur, bien, tu te bloques à l'innovation qui évolue jour après jour, semaine après semaine. Tu investis beaucoup à mettre en place ça, bien là, tu n'as pas la possibilité d'analyser les vidéos qui viennent d'arriver qui te permettent de faire des instructions de travail. Parce que ton modèle ne le permettait pas, puis de l'updater va te prendre plus de temps, puis il va déjà avoir eu un modèle meilleur. Fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question. Je comprends. La deuxième question, c'est l'année passée, tu nous expliquais ce que tu aimerais dans 20-25 ans, qui est déjà maintenant. Ça va être quoi l'année prochaine? Comment tu vois en fait la suite? Bonne question. Je pense que c'est absolument utopique d'imaginer l'année prochaine. C'est impossible à imaginer. C'est comme j'expliquais l'année passée, les frères Wright, quand ils ont volé pour la première fois en avion, là, ils ne s'imaginaient pas que 60 ans plus tard, on serait sur la Lune. Là. En 60 ans, là, entre le premier vol et être sur la Lune, ça, c'était à la vitesse du début du siècle. Là, cette vitesse-là, là, fait juste, ça va de plus en plus vite. C'est une force d'accélération, en fait. Là. À cette étape-ci, de prédire qu'est-ce qu'il va y avoir l'année prochaine, en termes de technologie, c'est extrêmement difficile, je pense, à faire. Ça prend du temps quand même aux humains à l'adopter, je crois. Fait que je pense que dans 5 ans, il va y avoir encore des gens qui opèrent comme aujourd'hui, mais ça va s'essouffler. Actuellement, pour vous donner une idée, nous, on réussit à commercialiser un nouveau produit par mois, puis notre objectif est de le faire un par semaine. Puis nos défis n'est pas sur la technologie, sur développer le produit. Notre défi, c'est sur la communication. Parce que si je développe un nouveau produit par semaine, puis mes vendeurs ne sont pas au courant, mon site Internet n'est pas à jour, je n'ai pas de pub sur les réseaux sociaux, je n'ai pas un sales playbook pour les vendeurs, je n'ai pas étudié mes compétiteurs, je ne sais pas combien mes compétiteurs ils chargent, c'est très difficile à faire. Donc, nous, en tout cas, ce qu'on travaille, chez nous à l'interne, c'est d'automatiser l'ensemble de ces tâches-là. Donc, tu as un agent qui fait une étude de marché qui étudie les forces et les faiblesses de tes compétiteurs. Tu as un agent qui te fait le parcours utilisateur. Tu as un agent qui te fait ton site web. Tu as un agent qui te fait tes pitches de vente. Puis, on essaye d'automatiser, en quelque sorte, la commercialisation d'un produit pour que, moi, mon rêve, là, c'est le matin, j'ai une idée dans le char, puis à midi, je le monte à un client. T'sais, on tourne à manuel, là, à midi, je le monte à un client, puis on est capable de jouer dedans. Ça, c'est mon objectif, moi, dans les prochains mois. De temps, mais le fait d'implanter l'intelligence artificielle dans les robots humanoïdes, on voit ça à 2, 3, 4. Mais c'est ça qui est fou, c'est parce qu'on avait peur des robots qui remplaceraient l'humain. Là. Puis finalement, c'est pas les cols bleus qui se font remplacer en ce moment, c'est les cols blancs, finalement. C'est les gens de bureau. Des traducteurs aujourd'hui qui traduisent des textes, là, ça existe plus tant. Là. Puis des designers qui font des logos, là, ça existe plus tant non plus. Puis des programmeurs, ça existe de moins en moins. On pensait que c'était le métier de l'avenir, puis finalement, ils se font remplacer par les agents. Fait que, finalement, le gars qui fait du marteau-piqueur dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, lui, a peut-être un job encore pour un bout. Évidemment, des robots humanoïdes qui s'en viennent, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis clairement, je pense que ça va être une autre vague technologique, mais ce n'est pas du tout un sujet que je suis spécialiste. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que
On a débordé un peu, là, fait que ça m'a fait plaisir d'être là. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez scanner le code QR ici, booker directement un rendez-vous à l'agenda. Sinon, il y a Victor qui est ici présent. Moi, je ne pourrais pas rester longtemps, je vais rester pour la pause, mais Victor ici va être là pour le restant de la journée si vous avez des questions. Merci pour votre attention.